Révolution digitale, épisode 62. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants et inspirantes à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée toutes les semaines et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Direction l'Afrique du Sud pour une superbe rencontre avec une entrepreneur qui veut donner à toute une nouvelle génération les clés du coding. Passionnée d'éducation et d'accès à l'apprentissage pour toutes et tous, elle cofonde en 2015 We Think Code pour démocratiser et révolutionner l'enseignement et développer les talents du digital. Pour elle, en effet, tout un chacun a le potentiel de devenir programmeur de talent. En partenariat avec des entreprises et École 42 en France, cette organisation forme de jeunes Africains à devenir les solutionneurs des problèmes digitaux de demain. Tribu Digital, c'est avec énormément de plaisir que j'accueille aujourd'hui Camille Agon. Bonjour Camille. Bonjour. Un tout grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je dois vous demander, est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Je vais essayer. Mais je suis sûr que ça va être le cas. Alors Camille, je viens de donner vraiment un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant qu'on parle de votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur votre vie personnelle, peut-être une anecdote sur qui vous êtes, ou bien quelque chose qu'on ne sait pas sur vous ? Alors, ce qu'on ne sait pas sur moi, pas beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup voyagé petite. J'ai habité en Allemagne, aux États-Unis. J'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai ensuite vécu en Argentine. Enfin, j'ai toujours voyagé en fait. Et j'ai toujours habité un peu partout dans le monde. Et dans mon parcours, j'ai toujours essayé de trouver le fil rouge. Ce serait l'impact social que j'ai essayé à travers différents jobs et différentes passions. Tout d'abord le journalisme, mais en tout cas, je travaillais pour le journal Time à l'époque et ça ne m'avait pas plu. Ensuite, j'avais essayé la communication de crise, mais 2008, la communication de crise à New York, avec la crise financière, l'impact social n'était pas au top. Donc voilà, j'ai toujours essayé d'avoir un impact social et c'est ce qui m'a mené en Afrique du Sud en 2015 pour monter We Think Code. Donc vous êtes parti en Afrique du Sud par choix pour créer quelque chose là-bas ou bien c'était dans le cadre pour une autre raison à l'origine ? En fait, j'étais partie en Afrique du Sud à travers pour mon travail pour la Fondation Bretou et c'est en arrivant en Afrique du Sud que je suis tombée amoureuse du pays et bizarrement de Johannesburg et pas forcément du Cap. J'ai adoré le pays, les gens, l'énergie, le fait que ce soit une grande capitale africaine, le tissu entrepreneurial, tout ce qu'il y avait, en fait, toutes les opportunités qu'il y avait. Et donc, j'ai décidé de quitter la fondation et déménager en Afrique du Sud pour monter un projet qui était We Think Code. Ah, magnifique. Et alors justement, à propos du tissu entrepreneurial en Afrique du Sud, comment elle est la scène de l'entrepreneuriat là-bas ? Elle est très dynamique. En fait, moi, ce que je trouve fascinant en Afrique du Sud, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas de notre génération, qui ont envie de monter des business qui ont des idées pour améliorer la société. Donc, il y a énormément de problèmes, comme vous le savez sûrement, en Afrique du Sud et sur le continent en général. Et donc, les business sont vraiment à orientation impact social et ou environnemental. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qui investissent dans l'éducation, qui investissent dans la santé, dans l'environnement. Donc, pour moi, ça m'avait énormément attiré.
Alors justement, vous avez cofondé ce projet We Think Code, c'est une école finalement. Ou enfin, vous me corrigerez si c'est pas le bon terme, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer donc ce projet et comment est-ce que vous générez des profits peut-être avec ce projet, et si c'est pas le cas, pourquoi vous avez choisi ce modèle particulier? Parce qu'on est dans l'entrepreneuriat social ici, hein. Voilà, on est dans l'entrepreneuriat social, donc We Think Code est en effet une école, enfin maintenant c'est un réseau d'écoles, on n'en a que 2, mais dans 5 ans on en aura 5, j'espère. Et donc nous, l'idée c'était, donc We Think Code est non-profit. Pour nous, c'était important que l'école soit, enfin en tout cas que le réseau d'écoles, l'organisation soit non-profit pour qu'on puisse se concentrer vraiment à 100% sur l'impact social et sur les étudiants. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on est non-profit qu'on n'est pas du tout géré comme une ONG. Ouais, on est vraiment géré comme une for-profit traditionnelle parce que nous avons un business model, on génère du revenu et en fait, en tant qu'organisation, en tant que start-up, après 3 ans, on est profitable. À la seule différence que la totalité du profit est réinvestie dans l'organisation. Aujourd'hui, on a un modèle où les études sont gratuites pour les étudiants, ce qui nous permet de démocratiser l'éducation et de casser les barrières à l'entrée qui sont très hautes dans les pays comme l'Afrique du Sud, un peu à l'anglo-saxonne. Et on est en partenariat avec des entreprises qui sont en besoin d'ingénieurs informatiques et qui donc sponsorisent les étudiants qui vont ensuite venir travailler chez elles à la fin des cours. Voilà. Et alors, ces entreprises, elles viennent d'elles-mêmes ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Comment est-ce que vous faites pour les convaincre de vous sponsoriser? Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on a commencé, forcément, on est allé approcher des entreprises et on pensait qu'on devait les approcher avec le discours social, impact social, redonner à l'Afrique du Sud, investir investir le budget RSE ou le budget fondation dans l'école, etc. Et au final, 90% de nos revenus, en tout cas de ce qu'on a, des fonds qu'on a levés viennent du budget Skills Development. Parce que les entreprises ici en Afrique du Sud, l'industrie est très innovatrice. Par exemple, le système bancaire est presque plus innovant digitalement que le système bancaire en France. Et ils ont besoin des skills. Ils ont besoin d'ingénieurs informatiques qu'ils peuvent pas trouver. Et donc, pour eux, tout de suite, ils ont investi dans l'école. Et aujourd'hui, on a à peu près une 30aine de sponsors qui nous suivent. Voilà. Et pas que des sponsors africains, alors. Pas que des sponsors africains. On a commencé avec principalement des sponsors africains, des grosses banques, boîtes d'assurance, des boîtes de technologie. Et aujourd'hui, on commence à attirer les entreprises internationales qui viennent s'implanter en Afrique du Sud et en Afrique. Wow, j'adore vraiment ce concept. Alors, Tribu Digital, gardons bien ça à l'esprit, hein. On va maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Camille, son aventure en tant qu'entrepreneur social, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Camille, commençons par cette question qu'on appelle l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su au fond de vous vraiment que vous vouliez vous lancer comme ça, comme entrepreneur finalement? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? En fait, moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Ça n'a jamais été un souhait. J'ai pas fini mes études en me disant je vais être entrepreneur, j'ai monté quelque chose. Pas du tout. Moi, j'ai commencé dans le journalisme. Ensuite, j'ai fait la communication de crise. Après, j'ai fait du conseil en responsabilité sociale d'entreprise. Et après, j'ai travaillé avec un entrepreneur, Sébastien Breteau, pour monter sa fondation. Et plus, en fait, ce qui m'a motivée à me lancer, c'était cette opportunité. En fait, je suis arrivée en Afrique du Sud. Pour la fondation, j'ai pas mal travaillé sur l'écosystème, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que d'un côté, il y avait 4 millions de jeunes sans emploi, une génération complètement gâchée par l'apartheid, qui aujourd'hui n'avait pas accès ni à l'emploi ni à l'éducation pour y arriver. Et de l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, un écosystème hyper innovant qui ne trouvait pas les skills. Et j'avais entendu parler de l'école 42, bien sûr, qui s'était lancée 2 ans auparavant en France. J'avais trouvé ce modèle formidable, révolutionnaire et complètement disruptif. Et je m'étais dit, voilà, l'école 42, en tout cas le modèle d'une école 42 marcherait tellement bien et pourrait permettre à certains jeunes qui ont le talent mais pas l'opportunité d'y arriver. Donc je me suis lancée vraiment comme ça, parce qu'il y avait cette opportunité. Voilà. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ce serait dur de revenir
en entreprise et de ne plus être entrepreneur, mais vraiment pour moi c'était une question d'opportunité et d'un moment. Mais alors justement, donc vous avez dû démissionner d'un emploi salarié, alors j'imagine. Et quelle est la première chose que vous avez fait après votre démission? Bon, la première chose que j'ai fait, parce que moi, plus que de quitter mon job, c'était de déménager en Afrique du Sud. J'habitais à Londres, enfin entre Londres et Paris. J'avais travaillé à New York. Enfin bon, voilà, Johannesburg et l'Afrique du Sud, c'était pas du tout planifié sur mon parcours. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai envoyé une lettre à mes parents et je leur ai dit que voilà, j'avais fait le choix de partir en Afrique du Sud, de monter ce projet d'école et de démissionner de mon job à la fondation, que je ne leur demandais pas leur avis, mais que s'ils m'aimaient, ils me soutiendraient. Voilà. C'est super. Bah alors Camille, ici j'ai envie de vous demander, bon, vous êtes lancée, vous avez développé ce projet, vous étiez pas toute seule, vous aviez une cofondatrice avec vous. Est-ce que vous pouvez ici peut-être nous parler de votre pire moment en tant qu'entrepreneur dans ce projet? Est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce moment et nous le raconter rapidement? Oui, je pense que pour moi, alors pour moi, un des pires moments, c'est l'humain dans l'entrepreneuriat qui est très difficile, comme partout d'ailleurs. Mais donc avec ma cofondatrice, on est vraiment devenues tout l'une pour l'autre, parce que elle-même avait quitté son job, moi j'avais quitté ma famille, et on se retrouvait à monter ce projet complètement disruptif, hybride, dans moi une société que je connaissais pas, elle un monde qu'elle ne connaissait pas. Donc je pense que les plus durs moments ont été quand toutes les deux on était down. Quand il y en avait une qui était down, dans ce cas-là l'autre pouvait la relever. Mais quand on a toutes les deux, où il y a eu des moments où ça marchait pas forcément comme on le voulait, où il y a eu des crises avec les employés ou les autres fondateurs, et on a même fait une thérapie de couple. Avec un coach, et on a réussi à surmonter ça. Mais je pense que oui, le plus dur, c'est de garder une bonne relation, une relation saine avec quelqu'un où au final c'est comme une sœur, c'est vraiment comme une meilleure amie, et en même temps c'est un business partner, donc c'est très difficile de faire la part des choses souvent. Ouais, mais c'est vraiment super, et c'est tellement vrai ce point humain. Bon, il revient de temps en temps ici dans le podcast, mais ici avoir un système où on a quelqu'un pour épauler l'autre, c'est tellement important. Mais alors Camille, à l'inverse, est-ce que vous pouvez nous emmener alors dans un de vos meilleurs moments en tant qu'entrepreneur? Et ça peut être une épiphanie que vous avez eue, ou une idée géniale qui a peut-être fait virer les choses vers plus de succès, plus d'opportunités. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de ces moments rapidement? Pour moi, un de mes plus beaux moments, c'est les étudiants en fait. C'est de vraiment voir l'impact qu'on a sur ces jeunes à qui on donne une opportunité rêvée, parce que pour beaucoup de ces jeunes-là, ils ont pas le bac, on a fait un survey, 80% de nos étudiants, si We Think Code n'existait pas, n'auraient pas d'opportunités universitaires et d'opportunités d'emploi, et ils sont employés chez les meilleures boîtes en tant que codeurs et ingénieurs informatiques. Donc un de mes plus beaux moments, ça a été le lancement de notre premier bootcamp de sélection avec ces 120 étudiants qui venaient de partout et à qui on donnait l'opportunité d'une autre vie. Et de les voir là et de sentir cette énergie, ça a été clairement un de mes plus beaux moments, et ça continue parce qu'aujourd'hui on a à peu près 500 étudiants, et chaque année c'est la même chose, donc c'est super. Alors Camille, si vous pouviez résumer la leçon clé que vous avez retirée de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Je pense que pour moi, cette aventure entrepreneuriale, c'est comme je le disais avant, c'est avant tout une aventure humaine. Et pour moi, le plus grand apprentissage, ça a été qu'on peut pas, en tant qu'entrepreneur, on se donne quand même, on donne énormément de son énergie, de ses ressources, de son temps pour monter une entreprise. On donne de ses tripes, et il faut se préserver.
Et donc ça a été un de mes grands apprentissages. Aujourd'hui, moi, j'essaie de méditer tous les matins. Je me bloque mes calendriers. Enfin, je bloque mon agenda pour mes sessions de yoga et de piscine. Je vois un coach et ça a été très important pour moi d'investir et d'être sûr que je sois toujours au meilleur de moi-même pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est avant tout leader de notre staff, mais aujourd'hui aussi de 500 étudiants et de sponsors. Et il faut prendre ses responsabilités. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Oui, et c'est tellement vrai, Tribu Digital. Il faut faire attention à vous. Il faut que vous investissiez dans votre bien-être par la méditation, par le yoga. Mais si vous n'êtes pas vous-même dans cette zone où vous êtes bien, comment est-ce que vous allez pouvoir tirer les autres vers l'avant? Merci beaucoup Camille, et on est arrivé à la partie des questions flash ici. Alors je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Alors est-ce que vous êtes prête? Oui. Allez, c'est parti alors. Quelle est votre définition du succès? Pour moi, le succès, c'est vraiment pouvoir devenir le meilleur de soi pour donner le meilleur de soi aux autres. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez tous les jours et qui vous aide? Oui, alors ma journée type, c'est je me lève tôt le matin, méditation quand je peux, quand je suis pas complètement prise, et ensuite je vais dans notre école à Johannesburg, dans le CBD de Johannesburg, et là c'est meeting après meeting après meeting jusqu'à à peu près 17h, et à 17h je fais mon cours de yoga. Et ensuite, je rentre à la maison. Johannesburg est une ville assez provinciale. Donc voilà, maison, jardin, chien, copain. Enfin voilà, la vie quoi. Génial. Alors si vous deviez recommander un livre, quel serait-il et pourquoi? J'ai adoré un livre que j'ai lu récemment, D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, qui m'a énormément transportée sur notamment, c'est pas des thèmes très drôles, hein, c'est des thèmes de la maladie et de la mort, mais j'ai trouvé que c'était un très très beau livre qui parlait des choses sur lesquelles on parle pas d'une manière très profonde. Alors, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Slack. On utilise énormément Slack dans notre, à WeThinkCode. Que ce soit au niveau staff, au niveau étudiant, c'est vraiment notre outil de communication principal. Ah, ça, c'est l'outil de communication des codeurs, hein. Il revient très, très souvent. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Est-ce qu'il y a peut-être un domaine ou des domaines qui vous paraissent prometteurs? La communication non violente. Voilà. Bon, on explorera ça plus en détail. Google is your friend. Alors, la dernière question, c'est la question back in time. C'est ma préférée. Alors, Camille, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous d'un point de vue pratique? Que feriez-vous différemment? Ou peut-être quel plan ou peut-être même un conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? À 18 ans... je pense que je ne serais pas rentrée tout de suite en France. Donc après, j'ai fini l'université américaine. Oh non, 18 ans, j'y étais encore. Je continuerai ma vie comme je la vivais. Non, je ne changerai absolument rien. Ouais, et c'est souvent le cas parce que finalement, c'est toutes ces expériences qu'on a eues qui forment ce qu'on devient par la suite. Mais si vous aviez, il n'y a rien du tout que vous auriez peut-être voulu changer ou fait différemment? Non, je pense que oui. En fait, juste après l'université américaine, je suis partie faire un master à Sciences Po. J'ai beaucoup aimé mes années Sciences Po, mais c'était principalement pour rassurer mes parents et ma famille que j'étais capable de faire une grande école française. Je ne pense pas que j'en avais foncièrement besoin tout de suite et que j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps aux États-Unis et dans le monde du travail notamment, avant de faire un master. C'est super Camille, merci du fond du cœur. On est arrivé à la fin de l'épisode. Alors, Tribu Digital, j'espère que de votre côté, vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer. Et j'espère que l'aventure de Camille vous inspirera à faire le grand saut. Alors,
Camille, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs et auditrices de la tribu digitale qui hésitent encore à se lancer dans ce grand projet, cette aventure de l'entrepreneuriat, ou pour ceux qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Moi, je pense qu'il faut s'écouter. Je pense que l'aventure entrepreneuriale est vraiment pas facile et il faut que ce soit une passion, il faut que ça vienne des tripes et que pour moi, c'est très important de pas se lancer qu'il faut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale pour les bonnes raisons. Qui sont de vouloir changer les choses, d'avoir un impact, de rajouter sa pierre. Mais voilà. Et donc, si vous l'avez dans les tripes, il faut vous lancer. Parce qu'au final, on n'a qu'une vie. Et ça me ramène à mon livre d'Emmanuel Carrère. Et qu'il faut pas attendre parce qu'il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre. Tout est dit. Camille, vraiment encore merci du fond du cœur. Ça fut vraiment un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous peut-être comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la tribu digitale vous écoute. Alors, moi, je suis pas du tout digitale. Donc, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, mais sinon, par email ou téléphone. Non, une annonce à faire, c'est que voilà, We Think Code a décidé de se lancer dans l'aventure panafricaine. Donc après 2 campus en Afrique du Sud, on va se lancer sûrement dans 3 autres pays d'ici 5 ans. Donc voilà. Donc si quelqu'un a des idées, des contacts, une envie, ils peuvent me contacter. Voilà, c'est bien noté. Tribu Digital, vous venez d'entendre Camille Agon partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Camille dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Camille sur www.wethinkcode.co.za. On mettra le lien exact sur la page de Camille et suivez-la. Bon, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais envoyez-lui peut-être un email. Et surtout, si vous avez des idées de pays en Afrique où We Think Code pourrait s'établir, contactez Camille. Camille, merci beaucoup d'avoir partagé votre aventure avec la tribu digitale. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci François, merci Hélène. À bientôt. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Camille. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram. C'est @RevoDigital et Facebook/Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast ou SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!